France-Afrique, très fort, vous vous souvenez. Il y a le Niger, après le coup d'État de 2023, la junte militaire a rompu plusieurs accords avec la France. Et il y a la Centrafrique qui a aussi diminué de l'influence française. On peut ne citer que ces 4 pays. Mais ce n'est pas un secret. La plupart, il y a certains autres pays de l'Afrique de l'Ouest qui commencent aussi à prendre le chemin de ces 4 pays. Alors, on se demande, qu'est-ce qui se passe dans cette zone? Je commence par Fred, parce que vous venez aussi du Tchad. Et le Tchad fait partie de cette zone qui a été colonisée par la France. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Qu'est-ce qui fait que actuellement certains pays commencent à dire à la France non à certaines choses? Qu'est-ce qui a motivé ce changement? Merci Madame Solange de m'avoir accordé la parole. Bon, vous savez, je vais remonter un peu. La France en Afrique et sa politique en Afrique, vous le savez, ça a été décrit par beaucoup des organisations de défense, les citoyens civils qui dénoncent la politique française. Et surtout, quand vous constatez avec l'arrivée de l'Internet, les réseaux sociaux, l'information partait plus vite, assez vite. C'était pas comme à l'époque de Africa Numéro 1, les RFI, tout ça, et France 24 qui contrôlaient les masses africaines et qui dictaient les informations de quoi consommer pour nos populations africaines. Donc vous savez, maintenant, il y a plusieurs sources qui fournissent des informations et beaucoup de dossiers ont été déterrés. Et cela a obligé les leaders, je dis bien nos chefs d'État, certains chefs d'État qui ont quand même décidé de prendre ce risque et de se dresser face à cette France-Afrique. Parce que ici, quelque part, il y a des analystes qui disent que la France-Afrique, c'est fini, mais ce n'est pas fini. La France, elle est là. Tant que la monnaie franc-CFA, tant que les bases militaires françaises sont là, rien ne va changer parce qu'il n'y aura pas d'indépendance politique et économique tant que les 2 grandes institutions, l'armée française en Afrique et le franc CFA. Parce qu'à travers le franc CFA, la France contrôle encore les économies des pays africains. Et je remonte un peu en Afrique de l'Ouest, au niveau de la CEDEAO. 3 pays ont quitté la CEDEAO. Donc cette organisation, vous le savez, c'est une organisation économique de l'Afrique de l'Ouest. Donc les 3 pays sont le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Mais il y a un risque. Ces 3 pays ont quitté la France, la politique de la France. Ils ont quitté aussi parce que c'est la France qui gère la CEDEAO. Oui, à travers ses arcanes et tout et tout. Donc maintenant, le grand danger pour ces 3 pays, c'est quoi? C'est qu'ils doivent le plus vite possible supprimer le CFA. Parce que la France utilise toujours le CFA comme moyen, parce que cette monnaie, elle n'est même pas convertible. Par rapport aux accords avec la France, que cette monnaie est convertible avec arrimée à l'euro et tout ça au franc français, c'est faux cette histoire. Aucun Africain ne peut quitter l'Afrique avec le franc CFA et aller par exemple à Dubaï ou en France ou en Belgique acheter quelque chose au marché. Personne n'achète parce que la France ne va pas payer ces monnaies-là. Donc cela veut dire que cette monnaie, c'est une monnaie de mensonge politique déguisée. Donc, je ne sais pas si Gaston est d'accord avec vous, parce qu'à vous entendre, on dirait que la France
rien n'a changé après l'indépendance de ces pays qui ont été colonisés par, par la France. Peut-être dire que rien n'a changé, mais ces pays continuent à dire que la colonisation est déguisée, par la France est déguisée. C'est ce que Alfred a essayé de dire. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui que depuis l'époque coloniale jusqu'à l'indépendance, et si vous comparez ces pays jusqu'à aujourd'hui, il a parlé du franc CFA, il a parlé donc de la politique française, oui, des politiques militaires même de la France par rapport à ces pays, et vous êtes d'accord avec, ou bien vous avez un avis différent? Historiquement parlant, je ne peux pas évoquer l'aspect du tournant politique français en Afrique sans toutefois remonter dans l'histoire, même à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez très bien, pour que la France, avec ses alliés, je parle des États-Unis, la Russie, l'Angleterre, la Belgique et tout consort, ils ont été aidés par les Africains, des grands hommes, des grands voyants combattants qu'on appelait des tirailleurs, des Sénégalais, des Tchadiens, des Togolais, des Algériens. Mais, compte à rebours, qu'est-ce que l'armée française a payé à ces tirailleurs qui ont été victimes? En 1945 déjà, ils ont fait le massacre en Algérie. La police française, l'armée française a massacré la population algérienne qui revendiquait l'indépendance au temps de De Gaulle. Et je dirais très bien qu'à Sétif, à Guelmaya et à Kétara, en Algérie, la population algérienne a été massacrée par ce Français, alors que ce Français avait aidé, donc les tirailleurs avaient aidé la France à remporter la victoire sur le nazisme. Et historiquement parlant, revenons très bien sur l'avènement du Cameroun, le Sénégal, l'Algérie, qui revendiquaient l'indépendance. Bien sûr que la France a donné à ces pays une courte indépendance, mais à condition que ce peuple, les autochtones, devraient respecter les intérêts de la France. Ça n'a pas été facile. Au Togo, il y a M. Sylvanus Olympia, le président, qui a été exécuté par les Français parce qu'il avait refusé de signer le pacte. Alors, tout ça, ça montre le néocolonialisme. Et c'est là où je reviens à la raison de M. Alfred. Donc, après la colonisation, l'Afrique continue à subir le néocolonialisme. Et je pense que pour le moment, le français, en tant qu'ancienne puissance coloniale, jusqu'à présent, ils ont intérêt à exploiter l'Afrique. Donc, d'une façon ou d'une autre, si je peux même donner un exemple, la coopération militaire qu'aujourd'hui la France a avec le Rwanda, avec les Total Energy en Mozambique, ça montre toujours que la France pense à exploiter, à manger le pain dont l'Africain devrait bénéficier. Merci beaucoup Gaston de ton intervention. En complétant justement à ce que Alfred avait dit, permettez-moi, sur votre écran, vous voyez l'empire colonial français en Afrique, c'est donc ces pays en bleu. Ça, c'est une image créée avec l'intelligence artificielle. Donc, ces pays-là étaient sous la colonisation de l'Afrique. Comme on l'a dit, certains pays commencent à se détacher. Alors, on accueille Dr Roussa Badisha, qui est analyste politique. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Et bienvenue à cette émission Leadership d'Impact. Merci bien. Donc, quand vous êtes entrés, on parlait de ce courant des pays, de certains pays de l'Afrique de l'Ouest qui commencent à se détacher de Paris, qui commencent à dire que non, on ne peut pas continuer à être dirigé par la France alors qu'on est pays indépendant. Et pour vous, est-ce que la France a fait des erreurs, peut-être des erreurs qui ont fait que certains pays commencent à se détacher de son emprise? Est-ce que c'est des erreurs politiques ou économiques
qui ont été observées pendant ces dernières décennies, qui poussent à ce que les gens, les pays commencent à se détacher des relations, que ce soit des relations militaires, économiques et consorts. Bon, je pense que ne pas dire que la France a commis des erreurs. Il a commis des crimes. Parce que la colonisation, c'est un crime contre l'humanité. Ce n'est pas la France seule, c'est tout l'Occident colonisateur. Seulement, on avait partagé l'Afrique. La France avait pris les 14 pays, pas comme les colonies, mais comme les propriétés privées. Vous vous rappelez tous, en 1845, conflit de Yalta, quand les trois puissances qu'on dit les vainqueurs de la guerre, la Russie, l'Amérique et l'Angleterre, ils ont partagé le monde sans France. Mais après, l'Angleterre et l'Amérique se sont entendus. Ils avaient dit, malgré que la France n'est pas vainqueur, mais nous devons avoir la France forte en Europe. Donc il faut lui attribuer l'Afrique. C'est comme ça que la France a choisi, a maintenu ses colonies comme gendarmes de l'Afrique. Remarquez bien, regarde tous les pays que la France possédait, ce sont les pays tout riches en matières premières. Et il n'a pas pris ces pays comme les colonies, il les a pris comme les précalés français, chasse gardée. Les Français, il y a même les pays qu'on a donné le nom comme Centrafrique. Donc c'est notre enfant, d'autres personnes ne touchent. Donc ces pays sont exploités et sont exploités énormément, extrêmement. J'ai visité plusieurs pays, dans ces pays j'ai visité. Ce sont les pays où la population est marginalement pauvre, alors que ce sont les pays les plus riches de l'Afrique. Aujourd'hui, il y a des pays qui ont tendance à sortir, mais ce n'est pas dit qu'il vient de remarquer les crimes de l'Occident, mais c'est parce que l'Occident commence à perdre de la force, parce qu'il y a l'autre côté, l'Eurasie, qui commence à dominer ou à construire l'équilibre entre l'Occident et l'Eurasie. Comme ça, ils permettent, cet équilibre permet ces pays de se libérer de la France, de la colonie française. C'est l'exemple de ces trois pays. Bientôt d'autres qui vont suivre. Si aujourd'hui l'Occident avait la même force qu'hier, ces pays ne seraient plus sur la carte. Ça serait devenu comme la Libye, comme le Somalie, comme plusieurs pays que vous connaissez. Ces présidents-là seraient assassinés comme Sankara, comme Silvano Solompio, comme Modibo Keïta, comme Félix Oumé qu'on a empoisonné au Cameroun. Donc c'est difficile à dire que la France a allégé ou a diminué sa pression sur ce pays. Est-ce qu'on peut penser que c'est peut-être le rôle des dirigeants africains qui ont permis à la France disons, j'allais dire, de s'imposer, ou bien politiquement et même économiquement sur ces pays, alors que ces pays se disent même indépendants, Gaston? Vous savez, c'est ce que j'ai dit, hein. Même pendant les années de l'indépendance de l'Afrique, le président ivoirien à cette époque, Félix Houphouët-Boigny et le Paul Sédar Senghor du Sénégal, c'est eux-mêmes qui ont créé ce sentiment de France-Afrique. Parce qu'ils disaient, quand bien même nous voulons être indépendants, mais nous voulons toujours être sous les auspices, sous le commandement des Français. Donc, quelque part, nos dirigeants, nos leaders, dans les années de l'indépendance, quelqu'un parmi eux avait le sentiment de convoiter, de vivre toujours avec la France dans leur cœur. Et ça a bel et bien
d'une façon ou d'une autre, dénigrer l'Afrique, parce que vous allez voir les pays pour le moment où les ministres vont toujours en congé en Afrique, ils vont faire le shopping en France. Donc, c'est comme si la France de cette époque la continue à vivre, et là où certains Africains pensent que la France, c'est leur mère patrie. Et je pense que c'est cette cause-là que pour le moment même, il y a ce qu'on appelle les départements d'outre-mer, ou la Mayotte, même l'Haïti. Les gens, ils pensent toujours à la France, ils pensent que Paris, c'est l'Eldorado, c'est le ciel. Donc, c'est pour cela que je dis, d'une façon ou d'une autre, nous sommes en train de vivre ce qu'on appelle le néocolonialisme. Voilà mon aspect. Est-ce qu'il... oui, docteur, tu allais réagir par rapport à ça? Non, je confirme ce qu'il dit. Le problème est que nous nous trompons. Nous n'avons pas de dictateurs. Nous n'avons pas de présidents africains. Il y en a très peu. Par exemple, l'AES, ils ont des présidents. Sinon, ces pays, comme il le disait, c'est la France qui nomme les présidents. J'étais au Gabon, c'était pendant les élections. Et les candidats, quand on discutait, ils disaient « Oh, ce candidat, Paris ne l'acceptera pas ». C'est-à-dire que c'est Paris qui nommait le président gabonais. Avec le France-Afrique, comme Jacques Foccart, sous De Gaulle, c'est Jacques Foccart qui était le papa de France-Afrique. Le France-Afrique existe toujours, méfiez-vous, il existe toujours. Donc ces présidents-là, c'est la France qui les nommait, c'est la France qui les destituait. Donc la France, avec des alliés militaires, la France devait sécuriser le président. La sécurité en Afrique, c'est-à-dire les alliances militaires France-Afrique, c'est pour sécuriser le président. Ce n'est pas le pays, c'est le président. Parce que quand il commence, quand le président commence... Il faut bien expliquer ça. Oui. Vous dites que c'est pour sécuriser les relations, c'est pour sécuriser le président qu'on a nommé. Que la France a nommé. Oui, c'est pas pour sécuriser le pays. Non, le président, le pays n'est pas menacé. Le pays n'est pas menacé. Mais le président, quand il commence, et la population commence à savoir que le président travaille pas pour la population, pour la France, s'il commence à le voter, il y a une base militaire qui est là. Le président, il peut passer des années, des mandats suivants qu'il ait un beau valet. Par exemple, pour le bien du Cameroun, combien d'années? 43 ans. 104 ans. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré, 2 ans, il commence à l'appeler dictateur. Au Bongo, il a été président jusqu'à la mort. Félix Houphouët-Boigny aussi. C'est le poste d'El Senghor. Il était président en France avant qu'il soit président du Sénégal. Après son mandat, il est entré en France pour être président encore. Aujourd'hui, Abdou Diouf, il travaille en France aussi. Donc, ce ne sont pas les présidents africains. Donc la plupart de nos leaders protègent les intérêts de la France. C'est ça. Si j'ai bien compris, vous parlez de la présence imposante même de la France. Si la France, c'est elle qui détermine qui doit être candidat présidentiel, ça veut dire que c'est vraiment la France qui gouverne ces pays. Alors, je me demande, pourquoi les citoyens, les Africains, eux, acceptent cela? Ils n'acceptent pas. Vous voyez, par exemple, il y a des alliances qu'on fait, des traités, il y avait jusqu'à 11. Ils sont traités, le président signe, le président qu'on a mis au pouvoir. Et quand le président signe, on dit que c'est la population qui a signé. Ce n'est pas le Parlement. Et la population doit accepter parce qu'ils n'ont pas la force. Ils ne peuvent pas lutter contre. Par exemple, le Gabon, quand j'étais au Gabon, c'était en 2013. Il y avait des bases militaires pour Gentil et Libreville. Les militaires gabonais étaient presque 80 fois moins numériques que les militaires français. C'est-à-dire que les militaires français étaient beaucoup plus nombreux que les
que les militaires nationaux. Mais avec des avions de combat, avec des blindés, des chars, de telle façon qu'au Gabon, personne ne pouvait bouger, alors que c'était une population de 1,750 000. Et donc le Gabon n'était pas menacé du tout. Aucun pays ne devait menacer Gabon. Pas de rébellion. Pas de rébellion. Dans 1,8 million, la rébellion n'était pas possible. Et c'est le cas aussi du Madagascar. Oui. Quand vous allez à Antananarivo ou à Tamatave, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de bases françaises. Et là, il y a de la misère, hein. Il y a la population qui souffre. Mais ce qu'ils font, le français bien sûr, parce qu'ils sont là pour protéger leurs intérêts, et les présidents et les représentants légaux directs de leurs intérêts, donc d'une façon ou d'une autre, ils doivent être protégés par l'armée française. Il y a dans leur armée ce qu'ils appellent les légionnaires. Est-ce que, en fait, il y aurait, disons, un espoir que peut-être que les dirigeants africains, après ce qu'on voit, ce qui se passe à travers ces 4 pays dont j'ai cité, est-ce qu'il y a espoir que d'autres pays vont suivre pour pouvoir accéder à une indépendance réelle? Est-ce qu'il y a espoir? Ou bien ils vont revendiquer, ils vont faire des manifestations, ils vont se détacher, mais ça va arriver. Finalement, ils vont rester sous la Ça va arriver parce que l'Afrique tout entière en a soif de cette liberté totale vis-à-vis de la France. Parce que ce qui fait la force de la France, c'est les ressources naturelles de l'Afrique qu'elle puise gratuitement. Avec la monnaie qu'elle-même elle imprime, la monnaie franc CFA, oui. C'est la France qui a le monopole. Alors, tant que les Africains n'arrivent pas à supprimer ces moyens d'influence que la France utilise contre l'Afrique, le franc CFA contre l'Afrique, ça sera difficile. Parce que même si quelque part la Centrafrique, le Mali, le Burkina Faso et le Niger commencent à se détacher de la France, mais toujours tous ces pays utilisent le franc CFA. C'est-à-dire c'est la France qui les contrôle. Donc il va falloir que ces pays suppriment le plus vite possible la monnaie franc CFA. Lorsque la monnaie franc CFA sera supprimée, les entreprises françaises qui quitteront la France pour venir en Afrique, acheter des ressources, ils vont acheter des ressources en devises. Okay. Et c'est ce que les Africains veulent. Il faut une monnaie indépendante. Si je vois bien, les Africains peuvent faire affaire avec les Chinois, ou soit avec d'autres monnaies plus puissantes, avec les Anglais, ou soit avec les Américains. Mais ils ont des monnaies qui n'influencent pas, comme on le pense, l'euro sur le franc CFA. Par exemple, nous sommes ici au Rwanda. Le Rwanda utilise le franc rwandais. Mais c'est le franc. Mais c'est l'appellation, mais la gestion n'est pas contrôlée par la France. Cette monnaie n'est pas contrôlée par la France. Parce que quand on essaie de voir le pouvoir d'achat, ou soit le PIB du Rwanda par rapport à la valeur de la monnaie et les investissements qui arrivent au Rwanda, et par rapport à la montée, à la force de cette monnaie, il y a une grande différence. La monnaie du Rwanda, un seul pays, $1 coûte 1000 combien 1400, bon, on peut dire même 1400 ou 1500. Mais c'est un seul pays. Et il faut comparer par rapport à 14 pays africains. Et si on parle des dollars, coûte combien? Coûte à environ, je peux dire, $1 fait la même chose. Parce que... c'est presque la même chose parce qu'on essaie de... Le CFA est plus forte. Le 100 francs CFA est l'équivalence d'à peu près 200 francs rwandais.
Cela veut dire que le seul pays qui est le Rwanda a la même valeur que les 14 pays africains avec toutes ses ressources. C'est de l'arnaque. Je ne sais pas si... C'est de l'arnaque. Comment on peut croire à ça? Cela veut dire que le Rwanda a fait beaucoup d'efforts pour avoir cette convertibilité d'un dollar qui est l'équivalent de 1400 quelques. Vous vous trompez un peu. La monnaie, le franc rwandais, ce n'est pas la monnaie, ce n'est pas la monnaie rwandaise. Franc rwandais, franc belge, franc burundais. Justement, je dis tous c'est les francs. Je vais vous montrer l'origine. Il y avait franc français. La France a colonisé la Belgique. Il a endossé sa monnaie sous le franc français. On l'appelait franc belge. Franc belge a endossé la monnaie de ses colonies. Franc congolais, franc rwandais, franc burundais. Nous n'avons pas de monnaie. Notre monnaie est arrimée au dollar, comme le franc CFA est armé à l'euro. La seule différence, qui n'est pas grande parce que nous ne fabriquons pas là, c'est que la France fabrique le franc CFA, qui n'est plus, qui est français, pourtant chez eux, les monnaies, c'est euro. Ils ne le fabriquent pas même à Chamalières. Quand ils fabriquent, si je fais fabriquer 2 milliards, je paye 25% frais de pression. Et puis, je suis obligé, je dis ces pays, le 50% doit rester aux banques centrales de la France. Et quand j'amène 25%. Si j'amène 25%, si ça ne suffit pas, je dois demander crédit. Je demande crédit sur mes réserves que je vais payer avec intérêt. En plus, je vais payer pas en CFA. Mais est-ce que le même système existe, aussi. avec le franc rwandais? Non, ça existe? Non, ça n'a jamais existé avec le franc rwandais. Voilà, cela veut dire que le Rwanda protège ses intérêts en matière de convertibilité. Attendez, je vais terminer. Oui. Attendez qu'il termine son intervention. Je vais vous dire donc... Il faut bien expliquer cela avant qu'on accueille notre invité en ligne. Il faut bien expliquer cela. Le fait que la France imprime le CFA et que le Rwanda, par exemple, a le franc rwandais qui est imprimé par le Rwanda. Non, pas par le Rwanda. Non, c'est imprimé par qui? Je pense que c'est Francfort. Non, je veux dire, mais le Rwanda a le droit de dire, moi, par exemple... le Rwanda contrôle sa monnaie et le Rwanda imprime sa monnaie en Europe. Ici? Non, mais c'est pas que c'est imprimé ici, mais il a le droit d'imprimer le franc rwandais quelque part, mais c'est la décision du Rwanda. C'est son choix. Et oui, c'est son choix. C'est son choix. Ça, je sais. C'est son intérêt. Alors, j'aimerais que vous expliquiez la différence. Le fait que le Rwanda qui imprime sa monnaie quelque part en Europe, je pense que la plupart des pays d'ailleurs impriment cela en Europe, mais que c'est le Rwanda qui décide, je vais imprimer telle quantité de billets, de monnaie dont je désire. Oui, et le fait que la France, c'est elle qui imprime le franc CFA pour les pays d'Afrique de l'Ouest. Quelle est la différence, docteur? Vous êtes aussi la différence, c'est que le Rwanda, s'il fait imprimer sa monnaie à l'extérieur, n'est pas obligé de laisser dire réservé. De 50% ou 25%. Oui, il n'a pas cette obligation. Il n'a pas cette obligation. Et c'est ça l'avantage. Sinon, le choix. Oui, continuez. Sinon, le choix de la quantité imprimée, même c'est. La différence, c'est cet avantage que le Rwanda n'est pas obligé de rester, de laisser les réserves là-bas, obligatoire. C'est 14 pays, c'est 15 pays avec qui les deux communs. Il laisse 50% obligatoirement. En plus, la France, ces réserves-là, il a le droit de les placer dans des institutions financières. Ça va produire des intérêts qui gardent. Pour la France, oui. C'est ça le mal du franc CFA. Donc, ce n'est pas
comme le franc rwandais. Ce n'est pas la même chose. Cela veut dire que l'Afrique finance la France. Bien sûr. Mais c'est ça. C'est ce que De Gaulle disait. Attendez un peu, je reviens vers toi. Oui. Terminer. Quand De Gaulle, ils ont décidé ça, De Gaulle, il a développé l'idée de Hitler. Quand l'Allemagne a gagné, avec la France en 1940, il a endossé le franc CFA sur le Dutch. Ça permet à un pays vainqueur d'exploiter le pays. La France avait besoin de matières premières. C'est la France qui fixe la vallée des francs CFA. Le taux, oui. Le taux. Donc, dans ses intérêts, pour acheter le cacao, le pétrole, l'UVA, l'or, tout l'uranium, s'il est imprimable. C'est ça. Quand je dis à mon ami que les trois pays-là, ils ont maintenant créé les monnaies. Mais ce n'est pas encore en exercice, mais ça va sortir. Je vais t'expliquer. On ne peut pas mettre la monnaie en exercice immédiatement parce qu'il y a des réserves, des milliards, des réserves qu'on doit d'abord terminer. Oui. Mais on a déjà la monnaie, on a déjà les banques centrales. Donc la France doit quitter totalement les trois pays. Mais si la France quitte alors, ces pays-là vont avoir leur propre monnaie ou vont avoir... Oui, ils en ont déjà, je sais ce que je viens de dire. Même le contrôle. Oui, pourquoi La Guinée, depuis ses coups de toulet, il a refusé le franc CFA. Le Guinée existe toujours. Est-ce que ces pays vont perdre les réserves qu'ils ont déjà accumulées en France? Non, c'est pour cette raison, c'est que je l'expliquais. C'est pour cette raison que la monnaie n'est pas encore entrée en circulation. On doit d'abord épuiser les réserves. Donc ça pourrait prendre du temps. Oui, ça peut prendre du temps. Alfred, tu disais que non, c'est comme juste... je disais simplement que il y a une différence quand même entre le franc CFA et le franc rwandais. Parce que le franc CFA est dépendant de la France, parce que c'est la France qui l'imprime. La France prend le taux fixe le taux d'échange, prend la moitié de la monnaie pour la convertibilité. C'est-à-dire quand les Africains vendent leurs ressources ou matières premières sur le marché mondial, la France confisque la moitié pour investir. Cela veut dire que l'Afrique, c'est l'Afrique qui fait la France. Mais c'est franc colonial. C'est pas le cas du Rwanda. Le Rwanda prélève ou soit imprime sa monnaie et prélève selon les devises internationales qu'elle offre à ces pays qui l'impriment la monnaie à un taux de 100%. Et c'est ça qui est l'avantage. Et si seulement nos 14 pays africains de la zone francophone, si ces pays font comme le Rwanda, ben, ils vont se développer le plus vite possible. Et je peux même dire que c'est grâce à cette politique-là que le Rwanda commence à même avoir une économie indépendante et le pays se développe le plus vite. Mais est-ce que c'est évident, docteur? Non. C'est pas évident, mais ça s'accompagne avec des engagements politiques des leaders. La monnaie rwandaise est arrimée au dollar. Comme le shilling est terminé. Arrimé au dollar, mais le dollar, les Américains. Il y a une chose. Est-ce que les Américains prélèvent le taux, c'est-à-dire des taxes sur la monnaie? Ils ne le font pas comme les Français. C'est ça déjà l'expérience. Je vais vous expliquer. Nous n'avons pas une souveraineté monétaire. Après ces pays-là, l'exemple, je vais vous dire, Zimbabwe. Zimbabwe avait le dollar de Zimbabwe qui était arrimé au dollar. Donc, c'est-à-dire que la FMI, si tu as des problèmes avec la FMI, il peut dévaluer ta monnaie sans te demander l'autorisation. Mais aujourd'hui, c'est fini. Il y a ZEG, Zimbabwe Gold. C'est la monnaie nationale.
Donc le FMI n'a pas le droit de s'ingérer. Oui. Non, non. C'est ça ce que nous, même le pays, nous allons vers là. On ne doit pas se contenter de rester là où nous sommes. Oui, oui. Nous allons avoir notre banque centrale, peut-être avec des pays amis, et puis on va avoir une monnaie nationale. Régionale ou soit, oui. Oui. Une monnaie régionale, à l'exemple de l'AES. Parce que le FMI, tu vois, l'objectif de l'FMI, c'est pour nous empêcher d'arriver où. Oui. Est-ce que on peut... Par exemple, ces pays-là, les 3 pays, aucun pays n'a dette de l'FMI. C'est fini avec l'FMI. Aucune dette. Quel pays? Les 3 pays-là. Le Niger. Ils ont épongé leur dette. Aucune dette. Parce que le FMI peut te donner une dette éternelle. Tu payes d'abord les intérêts avant le principal. Il te fait payer des intérêts. Tu vas payer le principal après avoir le payé 3 fois. Donc, c'est-à-dire, on te donne une autre crédit pour que tu restes. Parce que sous leur domination. Oui, parce que quand tu es mon créancier, je te dirige. Donc, on n'a pas d'indépendance si on a toujours dans la Banque mondiale. Ce n'est même pas une banque mondiale. Non, c'est les instruments pour empêcher l'Afrique d'arriver où il doit arriver. Est-ce que les nouvelles puissances qu'on voit aujourd'hui comme la Chine, la Russie, la Turquie et d'autres qui s'intéressent à l'Afrique, est-ce que vous pensez que ces pays vont faire la différence ou vont plutôt avoir des relations win-win, je ne sais pas comment appeler ça, gagnant-gagnant. Tout dépend. Entre ces nouveaux pays riches, je dirais, et l'Afrique. Peut-être Alfred et puis Dr. Je crois que tout dépend du leadership de nos pays africains. Tout dépend du leadership. Parce que là, quand on essaie d'observer ce qui se passe à travers le monde entier, il y a des guerres. Nous sommes en pleine deuxième guerre froide. Parce que quand on parle de la Chine, de la Russie, les Américains, les Européens, ils sont en guerre. Et pendant ce temps où ils sont en guerre, nous, les Africains, on devait tirer des profits. Voilà. Tant que ces pays-là sont en guerre, cela veut dire qu'ils sont occupés. Nous, maintenant, on va viser nos intérêts et on doit établir des plans, des bons projets. Des projets de sécuriser nos pays d'abord. Parce que sans la sécuriser, ces pays bandits peuvent venir continuer à faire toujours leur politique de domination. Voilà. Donc, ce qui est très important, c'est que nos nos États africains doivent traiter avec ces pays, mais avec beaucoup de tact. Ouais. Et toujours mettre l'intérêt national devant. Et pas les intérêts personnels ou quoi que ce soit. Parce que tôt ou tard, ça va avoir des impacts sur le pays s'ils négocient mal. Après, tu voulais réagir, et puis docteur, et puis on... C'est Gaston. Gaston, et Gaston, puis on... Ouais, mais je pense, par rapport à la colonisation, l'esclavagisme et toutes ces guerres, ici et là, bien sûr, l'économie est l'un des motifs, est l'un des raisons. Parce qu'on n'investit pas dans la colonisation ou bien dans l'esclavagisme sans avoir des intérêts. Et moi, je reste toujours pessimiste. Parce que... Par rapport à ces nouveaux pays riches? Non, non. Parce que vous savez, la Russie, les dollars ne fonctionnent pas en Russie. Les dollars ne fonctionnent pas en Chine, monsieur le docteur. Même les Google qu'on utilise ici. Et tout ça, c'est une façon de protéger ses intérêts. Mais quand je reviens du côté du Mali, Burkina, Niger, nous devrions les soutenir et prendre leurs exemples. Très bien. Sinon, si nous les laissons eux-mêmes, vous savez toujours, l'union fait la force. Très bien. Ça, c'était l'adage français. Ouais. On parle français, mais on réfléchit en africain. Et toujours dans la vie, quand on cherche l'honneur, on cherche aussi le bonheur des autres. Je veux bien dire que la plupart des leaders africains, ce sont des élites. Ils font partie de la classe des élites qui ont étudié même en Occident. Et ils passent la journée en Afrique et ils dorment à l'étranger.
Vous savez quand bien même l'ancien président Léopold Sédar Senghor, il voulait toujours dire femme noire, femme africaine, oh de ma mère. Mais ça c'était pendant la journée. Oui. Pendant la nuit, il avait une femme française. Il avait une française. Alors je pense, au niveau... Là, je ne suis pas raciste. Est-ce que Je m'excuse. c'est pas interdit aussi d'avoir... Ouais, mais ce que je veux dire, quand vous passez la nuit en Afrique et que vous allez prendre du pain, du chocolat en France, je vous assure, je ne suis pas optimiste qu'un jour l'Afrique pourra être indépendante. Oui, oui, merci beaucoup Gaston. Et docteur, tu allais réagir sur ces nouveaux pays qui sont intéressés par l'Afrique, la Russie. Il y en a beaucoup actuellement. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que les Africains peuvent faire pour qu'ils puissent faire je dirais, de business ou bien des affaires, mais à compétences égales, ou bien des affaires qui bénéficient les deux pays, pas qui bénéficient peut-être celui qui est le plus fort. Donc, brièvement, ce que mon ami vient de dire, il cite 3 pays. Parce que ces pays, ils ont déjà leur souveraineté. Il faut que l'Afrique soit indépendante d'abord. Et puis, ces pays-là, c'est l'autre côté qu'on appelle Eurasie. Eurasie qui constitue l'équilibre avec les États-Unis, qui peut freiner même les États-Unis. L'Eurasie peut freiner les États-Unis parce que 75% de la population mondiale se trouve en Eurasie. 75% de matières premières et stratégiques se trouvent en Eurasie. Les armes nucléaires, si se trouvent en Eurasie, puisque en Occident, 60% de la richesse mondiale, c'est en Eurasie. Et les 6 pays rivaux militaires, nucléaires, se trouvent en Eurasie. Donc, ces pays, s'ils rivalisent avec l'Occident pour l'Afrique, ce n'est pas pour exploiter l'Afrique. Je vais vous donner l'exemple. La Russie, c'est le premier pays mondial riche en matières premières, en minéraux, en tout, en gaz, en pétrole, en tout. Donc, il n'a pas besoin d'exploiter l'Afrique. Tandis que je peux dire que Dieu est injuste parce que le continent d'Europe, aucun gramme de minéraux qui se trouvait dans ce pays. Aucune goutte de pétrole, sauf quelques gouttes en Norvège là. Si le reste de l'Europe, ils n'ont rien. Ils vivent grâce à l'Afrique. Même l'indépendance formelle que nous avons eue, ce n'est pas l'Afrique qui a pu obtenir son indépendance théorique. C'est que pendant la conférence de Yalta, Staline, qui dirigeait la Russie, qui avait gagné les guerres des nazis, la deuxième guerre européenne, il a dit il faut. On s'est attendu sur les 3 points. Apartheid, destruction de l'apartheid, décolonisation. C'est comme ça que nous avons eu, on nous a trompés en 1960 que nous avons l'indépendance. En fait, l'indépendance ne se donne pas gratuitement. L'indépendance s'arrache. On nous a trompés comme ça. Sinon, l'Amérique ne s'intéresse pas à l'Afrique dans ce temps. Il s'intéressait à l'Europe, puisque l'Amérique a colonisé l'Europe depuis 1945. Avec le plan Marshall. Oui, avec le plan Marshall, avec l'OTAN. Et puis, il pensait que la Russie va prendre l'Afrique. Or, les Russes ne sont pas expansionnistes. Les Chinois, donc ils n'ont pas d'idéologie de colonisation. Donc, méfiez-vous, ne pensez pas que si ils nous aident à chasser l'Occident ici, ce n'est pas pour les remplacer comme colonisateurs ou comme esclavagistes. Mais si les Africains ne sont pas intelligents, je pense qu'ils ne vont pas bénéficier. Même si peut-être ce n'est pas pour remplacer les colonisateurs, mais il faut qu'ils aient aussi cet esprit négociatif, cet esprit de pouvoir gagner aussi de ce nouveau partenariat. Non, ils ont commencé, mais je vais vous expliquer. Il y a ce qu'on appelle dépendance heureuse.
aimer à être colonisé. Donc, aimer à avoir d'Antamuja. Cette indépendance, c'est comme une drogue. On ne peut pas se sortir immédiatement. C'est comme l'Europe aujourd'hui. Ils ont peur que Trump va quitter l'Europe. Ils ont peur parce qu'ils sont dépendants comme nous. L'Afrique, ils sont dans ce qu'on appelle dépendance heureuse, qu'on ne peut pas chasser immédiatement. Il faut y aller lentement, mais on doit y arriver. Mais tu ne peux pas t'en sortir sans une force à côté. Oh, nous en avons maintenant. Nous avons la Chine, bientôt première puissance. Nous avons la Russie. Nous avons la Turquie, ancien Empire ottoman. Nous avons aussi d'autres pays comme le Brésil. L'Afrique a de la chance de s'en sortir. Et si l'Afrique s'en sort, je vous dis la vérité, l'Occident a peur. La France ne dort pas. Comme il disait Mitra, il a dit, quand j'écoute le discours du président Sankara, je ne dors pas. C'est un homme à abattre. Aujourd'hui, c'est comme ça toujours. Ils ont peur. Les trois pays-là de l'AES empêchent la France de dormir. Merci beaucoup, docteur. On va revenir peut-être sur ce sujet parce que je vois que vous avez beaucoup d'interventions par rapport à cela. Mais permettez-moi d'accueillir Monsieur Anicet Oulé, qui est le CEO de VOA Africa. C'est une chaîne de télévision et il va aussi donner sa contribution sur la responsabilité des élites africaines, sur la redéfinition des partenariats plus équilibrés avec la France ou avec d'autres pays puissants économiquement. À la troisième question, pour répondre à la troisième question, je dirais plutôt que les élites africaines ont une responsabilité énorme. Pendant les décennies, certains présidents ont préféré la stabilité de leurs relations personnelles avec la France à la défense des intérêts de leurs nationaux. Voilà. Nos présidents avant, je dirais, ils voudraient beaucoup plus avoir une bonne relation avec Paris que d'avoir une bonne relation avec leur propre pays. Nos présidents avant voudraient beaucoup plus même investir en Europe, en France, aider les présidents français à lors de leur campagne, ou encore aider la France quand la France est en difficulté économique, que d'aider leur propre population. Donc pour moi aujourd'hui, tout ce que l'Afrique francophone vit, c'est aussi le résultat de la mauvaise gouvernance de ces États, de ces présidents, de nos prédécesseurs, de la plupart de ceux qui ont été les initiateurs de l'indépendance. Ils n'ont pas eu à poser les bonnes bases. Ils n'ont pas eu à poser les bonnes bases de la vraie indépendance. Donc c'est normal que ce système continue. C'est normal que nous vivons, que l'Afrique francophone est encore attachée aux ordres de la France. C'est normal que l'Afrique francophone subisse encore les ordres de la France. Donc pour moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut des élites courageuses. Il faut des élites courageuses, visionnaires, capables de négocier pour l'avenir et non pour leurs privilèges. Il faut ces élites-là. Il nous faut ces présidents. Il nous faut ces leaders qui diront le peuple d'abord et non leur personne d'abord. Voilà. Donc c'est ce que moi je pourrais ajouter. Et quand nous prenons le cas aujourd'hui du Rwanda, quand on mentionne le nom du Rwanda partout aujourd'hui en Afrique, c'est une fierté en matière de dignité
et en matière d'identité, c'est une fierté. C'est une fierté pour toute l'Afrique. Et je pense que si nous avons des présidents comme le vôtre, je pense que l'Afrique ira beaucoup plus loin. Merci beaucoup pour votre invitation. Et voilà, c'était un peu ma contribution par rapport à cette émission. Anicette Oulé, il est le CEO de Verua Africa. C'est une chaîne de télévision qui est basée au Ghana, mais qui a des branches dans d'autres pays africains. Merci beaucoup. Il parlait des élites africaines. Des élites africaines, pardon. On va à la fin de notre émission. On parlait justement du tournant de la politique française en Afrique. Et en allant à la fin de cette émission, j'aimerais vous demander quelles sont d'autres parties prenantes et pour que son nouveau tournant puisse être bénéfique pour les pays et les Africains, comme Anicette l'a dit, pas pour les dirigeants africains, mais que ces relations entre les pays africains et la France, ou des relations même entre les pays africains et la Russie et la Chine et d'autres grandes puissances qui continuent à venir sur le marché économique mondial. Alors, j'aimerais savoir s'il y a d'autres parties prenantes. Oui. Par exemple, le rôle de la société civile, parce que vous avez parlé de... j'ai essayé d'analyser ce que vous avez dit, c'est comme s'il y a une question plutôt de mentalité, une question de changement de mentalité plutôt, changement de comment, de la perception des choses et aussi de prendre action par rapport à ce que les gens, ou sortir de sa zone de confort. Bon, j'ai deux messages à donner. D'abord, la société civile. La société civile doit être beaucoup plus active et surveiller tout ce que font nos dirigeants. Une minute chaque surtout sur les projets et qui concernent le pays. Ça, c'est la première des choses. Parce que quand on a une société civile active, même que ce soit au niveau du leader, nos présidents, ils vont d'abord réfléchir 1000 fois avant de faire appliquer un projet. Et le deuxième message, c'est au niveau de nos leaders. Parce que quand on regarde le monde actuel est en conflit. Et quand vous parlez de la Chine, des États-Unis, de la Russie, que ce soit de la Turquie, toutes ces grandes puissances, ou soit la France, toutes ces grandes puissances cherchent leurs intérêts en Afrique. Et quand on voit l'Afrique par rapport à son histoire et la colonisation, l'Afrique a été beaucoup plus colonisée par les Européens. Et vous savez, quand vous essayez d'analyser actuellement la politique globale, et nous constatons que les Américains sont en train de vouloir lâcher les Européens pour pouvoir avoir de nouvelles alliances avec les États africains pour pouvoir défier la Chine. Ça, c'est un point très important. Donc, il revient maintenant à nos chefs d'État africains de prendre ce message-là et de considérer ce message. Parce que les Américains ne vont pas collaborer, surtout avec l'avènement de Trump, trop avec les Européens, d'autant plus que nous sachons très bien que les Européens détiennent au moins 60 à 65% du taux des organisations, entreprises et firmes dans le monde. Et Donald Trump n'est pas prêt de financer tout cela. Et Donald Trump veut maintenant venir faire ce qu'on appelle partenariat État-État. Bilatéral, direct pour pouvoir profiter des ressources naturelles de l'Afrique et aussi faire face à la Chine. Donc, cet engagement américain, les Africains peuvent en profiter. Mais si les Africains ne voient pas ça d'un bon œil, cela risque de renvoyer les Américains à retourner vers les Européens encore pour revenir, et ça sera un retour d'une coopération forcée. Merci beaucoup, monsieur Alfred. Gaston? Alors, de ma part, je pense qu'une des voies de sortie
meilleure. Aujourd'hui, la population africaine vivant en Afrique a bel et bien compris de quoi il s'agit. Mais vous savez très bien, la diaspora, c'est une force. Ils vivent en Occident, ils connaissent beaucoup de trucs, ils connaissent beaucoup de pièges. Je pense, à leur tour, ils peuvent contribuer pour le bien-être, pour l'indépendance économique totale de l'Afrique. Merci beaucoup de mentionner la diaspora, docteur. Merci. Et un autre partenaire. La survie de l'Afrique. La survie de l'Afrique, c'est la rupture totale avec l'Occident. Et c'est possible. L'Amérique... Mais ça prendra des années de famine. Non, pas d'années. Nous sommes dans le période de changement. C'est aujourd'hui ou demain. Le monde change, comme il a changé en 1945. Mais sinon, l'Occident, on a vécu avec l'Occident depuis des siècles. Depuis 6 siècles. L'Afrique n'est arrivée nulle part. Ils n'arriveront nulle part. Il faut couper carrément avec l'Occident. Nous avons de la chance parce qu'il y a l'Eurasie qui est là. L'Amérique va avoir des problèmes parce que l'Europe aussi veut se détacher de l'Amérique. Ça va faire un empire à part. L'Amérique va rester un empire à part. L'Eurasie va rester un empire à part. Et l'Afrique, avec le panafricanisme, ça va être un empire très puissant alors. Oui. On va maintenant, on ne va plus être exploité, on va traiter d'égal à égal, on va être respecté. Voilà. Moi, comme Gaston, je le félicite bien, nous sommes optimistes. Optimiste. Merci beaucoup. Je vous remercie, Alfred. Merci, c'est moi qui vous remercie de votre aussi. participation. Merci. Merci beaucoup, Gaston. Et il y a un point très important. Quand on parle de grandes puissances, il y a dernier. des alliances secrètes qu'ils font. Par exemple, nous remarquons que la Russie a cédé la Syrie aux Américains pour pouvoir venir s'installer en Libye. Et ça, c'est une question. Ok, oui. Merci beaucoup parce qu'on a pris encore quelques minutes pour le journal qui va venir. Merci beaucoup Alfred, merci beaucoup Dr Roussa de votre intervention, de votre disponibilité. C'est la première fois qu'on vous accueille sur le plateau dans cette émission. On espère vous revoir encore une fois. Merci aussi, chers téléspectateurs. On a parlé du tournant de la politique française en Afrique et une politique qui apporte le vent de changement et un vent de changement qui souffle très fort en Afrique. Ce changement, qu'il soit pacifique, la plupart des gens le souhaitent, ou tumultueux, façonnera les décennies à venir. Vous l'avez d'ailleurs dit que c'est maintenant ou jamais. Donc le changement a déjà été amorcé. Merci beaucoup. Et même si les questions qui ont été discutées aujourd'hui, on n'a pas pu tout dire et ça restera toujours dans la discussion et au moment opportun on reviendra encore sur ce sujet. Merci beaucoup les invités, merci beaucoup les téléspectateurs, les téléspectatrices. On espère vous revoir mardi prochain.